Une femme, vêtue d'un tailleur pantalon gris d'une sobriété étudiée, se voit intimer l'ordre d'aller attendre avec les autres prévenus. Elle cherche simplement son nouveau bureau, mais la greffière jauge sa peau mate et la congédie d'un geste dédaigneux. La greffière, une femme qui règne sur le hall de ce palais de justice depuis 20 ans, laisse échapper un rire aigu et perçant. Une juge, ma petite dame? C'est la meilleure de la journée. Elle lui tourne le dos, ignorant que son univers tout entier est sur le point de s'effondrer, car la femme qu'elle vient d'insulter n'est pas une prévenue. Elle n'est pas une avocate. Elle est la juge Manon Mercier. Et elle vient de voir quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Le palais de justice de la Drôme n'était pas un édifice qui vous accueillait. C'était un bâtiment qui vous traitait. Il se dressait sur 6 étages, un bloc de granit imposant, taché de suie, datant des années 1950. Ses fenêtres, étroites et allongées, ressemblaient moins à des portails de lumière qu'à des meurtrières dans une forteresse. À l'intérieur, l'air était lourd, saturé d'une odeur de café rassis, de cire industrielle et du parfum subtilement métallique du désespoir. À 7h45, le hall principal était encore, par miracle, relativement calme. Le flot matinal des prévenus, des témoins et des avocats frénétiques n'avait pas encore déferlé. Manon Mercier s'arrêta un instant, juste après avoir franchi les lourdes portes de bronze, ajustant la lanière de sa sacoche en cuir sobre sur son épaule. Elle était nouvelle, non seulement dans ce palais, mais aussi dans la région, ayant accepté une mutation en cours de mandat pour pourvoir un poste soudainement vacant à la cour supérieure. Elle était venue en avance, en tenue civile, un tailleur pantalon gris anthracite, professionnel mais anonyme. Elle procédait toujours ainsi. Le premier jour d'une nouvelle affectation, elle arrivait avant le chaos, avant la robe et le marteau, pour simplement observer, pour sentir le rythme des lieux. Un tribunal, croyait-elle, avait un pouls, et ce pouls était souvent arythmique, malade. Ses yeux balayèrent le grand hall à l'écho caverneux. À sa droite, un long banc de bois griffé. À sa gauche, le bureau du greffier en chef, une forteresse dans la forteresse, protégée par un mur de verre épais, à l'épreuve des balles. Il y avait 3 guichets, mais un seul était ouvert, projetant une lumière jaune pâle sur le sol en linoléum. Derrière ce guichet était assise une femme. Elle arborait une magnifique et imposante coiffure en chignon ruche, d'un blond cendré, qui semblait avoir été figée dans le béton par la laque. Ses lunettes pendaient à une chaîne perlée autour de son cou, et son visage était figé dans une expression permanente d'autorité acariâtre. Une petite plaque en plastique gravée sur la vitre indiquait « Monique Dubois, greffière en chef ». Manon observa un jeune homme en costume mal ajusté, de toute évidence un avocat fraîchement émoulu du service de l'aide juridictionnelle, s'approcher du guichet de Monique. « Excusez-moi, Madame Dubois, dit-il, la voix légèrement chevrotante. J'aimerais déposer une demande de renvoi pour l'affaire État contre Dubois, on m'a dit. » Monique ne leva même pas les yeux de son ordinateur. Elle leva un doigt à l'ongle acéré. L'avocat recula physiquement, comme si elle l'avait giflé. Il attendit. 10 secondes. 30. Une minute entière s'écoula. Manon nota le jeu de pouvoir. Monique lui apprenait sa place. Finalement, Monique soupira. Un long souffle théâtral de pur désagrément. Elle tourna lentement la tête. Dubois. C'est ça. Vous êtes en retard, lança-t-elle. La date limite de dépôt est 9 heures. Le jeune avocat bafouilla. Il est 7h48. La date limite de dépôt est 9 heures, le corrigea Monique, la voix suintant de condescendance. La date limite montant et précieux était hier. Vous, les avocats de l'aide juridictionnelle, vous croyez pouvoir débarquer ici quand bon vous semble et jeter votre paperasse sur mon bureau. J'ai des juges à gérer. Elle arracha les papiers de sa main. Allez attendre. Je m'en occuperai quand j'aurai le temps. Et votre cravate est de travers. L'avocat, le visage rouge écarlate, murmura un merci et s'esquiva en redressant sa cravate. Manon expira lentement, silencieusement. Voilà donc la gardienne du temple, pensa-t-elle. Elle connaissait ce type de personnage. Chaque palais de justice en avait un bureaucrate de carrière qui avait confondu son petit rouage vital dans la machine avec le moteur tout entier. Ces gens ne se contentaient pas de classer des documents. Ils exerçaient le pouvoir. Ils contrôlaient l'accès, les plannings, et par extension, le cours de la justice elle-même.
Et celle-ci, Manon le soupçonnait, appréciait bien trop le goût de ce pouvoir. Elle ajusta sa sacoche et s'avança. Ses talons produisirent un claquement sec et net sur le sol, un son qui sembla irriter Monique Dubois avant même son arrivée. Manon se posta devant le guichet. Elle offrit à la greffière un sourire poli et neutre. « Bonjour, dit-elle. » Les yeux de Monique effectuèrent un balayage rapide et dédaigneux, partant des cheveux simples et non coiffés de Manon, descendant sur son visage mat, son tailleur-pantalon uni, jusqu'à ses chaussures pratiques. C'était un inventaire complet en 2 secondes de son statut perçu. Le verdict était clair dans les yeux de la greffière, sans importance. « Bonjour, dit Monique, le ton plat. »« Quelle affaire ?»« Aucune affaire, répondit Manon, gardant une voix agréable. « Je m'appelle Manon Mercier. Je suis la nouvelle magistrate nommée pour la salle 3B. Je viens chercher mes clés et le dossier d'accueil auprès de l'administrateur du tribunal. » Monique Dubois se figea. Elle leva les yeux de son écran, et cette fois, le regard n'était pas dédaigneux. Il était ouvertement, choquant scrutateur. Elle toisa Manon de haut en bas une nouvelle fois. Puis, un petit sourire pincé étira le coin de sa bouche. L'enregistrement des prévenus, c'est au fond du couloir. Salle 104, dit-elle en faisant un vague geste avec son stylo. Vous êtes en avance. Ça n'ouvre qu'à 8 heures. Le sourire de Manon ne vacilla pas, mais ses yeux devinrent froids. Je suis navré, je pense que vous m'avez mal entendu. Je ne suis pas une prévenue. Je suis la juge Mercier. Je reprends le calendrier du juge Bernard en 3B. Cette fois, Monique Dubois ne sourit pas. Elle rit. Ce n'était pas un petit gloussement. C'était un caquettement fort, aigu, aboyant, qui résonna dans le hall vide. Un rire de ridicule pur, sans mélange. Une juge ? Caqueta-t-elle, se penchant en arrière sur sa chaise et pressant une main sur sa poitrine. Ma petite dame, elle est bien bonne. Oh, il laisse vraiment n'importe qui jouer à la comédie de nos jours, n'est-ce pas ? Elle se pencha en avant, son visage un masque de condescendance paternaliste. Écoutez, ma brave dame, je ne sais pas quel jeu vous jouez. Peut-être que vous faites partie de ces individus contestataires. Ou peut-être que vous êtes simplement perdu. Mais les juges, dit-elle en tapotant le verre, ne vous ressemblent pas, et ils ne débarquent pas comme ça de la rue. Ne me ressemble pas, répéta Manon, sa voix baissant de 10 degrés. Vous m'avez bien entendu, cingla Monique, sa brève humeur s'évaporant en pur venin. Maintenant, j'ai du vrai travail à faire. Allez, oust. Allez attendre avec le reste du public sur les bancs jusqu'à ce que votre véritable affaire soit appelée, et ne me dérangez plus. Monique Dubois fit pivoter sa chaise, présentant à Manon son dos raide et son chignon ruche. Le renvoi ultime. Manon resta debout devant le guichet. Le silence dans le hall était profond. Le jeune avocat de l'aide juridictionnelle observait depuis un coin éloigné, les yeux écarquillés d'un mélange d'horreur et de fascination. Manon sentit la montée familière et brûlante de la colère. C'était une vieille compagne épuisante, le racisme ordinaire, intégré, qui supposait que la couleur de sa peau dictait son rang. Elle aurait pu faire monter la pression. Elle aurait pu sortir sa carte d'identité judiciaire délivrée par le ministère. Elle aurait pu exiger de voir l'administrateur du tribunal, un certain Éric Morel. Mais un instinct différent prit le dessus. L'instinct aigu, prédateur, d'une procureure, ce qu'elle avait été pendant 15 ans avant d'accéder à la magistrature. Monique Dubois n'était pas seulement impolie. Elle était audacieuse. Un tel niveau de mépris affiché ne se développait pas dans le vide. Il était nourri. C'était le signe d'un sentiment de droit si profond qu'il se sentait totalement protégé. Et Manon, qui avait prévu de se rendre directement dans son nouveau bureau, prit une autre décision. « Très bien, dit Manon, la voix parfaitement calme. Je vais attendre. » Elle se tourna, non pas avec l'abattement de la défaite, mais d'un pas délibéré et mesuré. Elle se dirigea vers le banc de bois dur contre le mur du fond. Elle s'assit, posa sa sacoche en cuir sur ses genoux et croisa les jambes. Elle ne se contentait plus de sentir le rythme du palais de justice. Elle chassait. Monique Dubois, depuis sa forteresse de verre, était la personne la plus puissante de ce hall, et elle venait de commettre l'erreur critique et fatale de se moquer de la seule personne qui venait de devenir plus puissante qu'elle. Le hall commença à se remplir.
La vague de 8 heures était composée de gens qui devaient être là. Les prévenus sous caution, les familles, les personnes luttant contre des expulsions. Ils entrèrent en traînant les pieds, serrant des bouts de papier, le visage tiré par l'anxiété. Ils formèrent une file désorganisée et nerveuse devant le guichet de Monique. De son poste d'observation, Manon Mercier avait une vue parfaite et dégagée. Elle resta assise, aussi immobile qu'un héron, son regard ne manquant rien. Elle observa le théâtre de Monique. Pour un homme blanc en costume impeccable, elle n'était que, oui, maître, et, tout de suite, maître. Pour une femme hispanique à l'air paniqué tenant un bébé en pleurs, elle était un mur de briques. Français, aboya Monique. Je ne parle pas. Ça. Suivant. À un jeune homme noir demandant où payer une amende, elle soupira. Est-ce que j'ai l'air d'une caissière? Allez au sous-sol. Et rentrez votre chemise. C'est un tribunal, pas une boîte de nuit. C'était un spectacle dégoûtant et prévisible. Mais c'est alors que Manon le vit. L'homme au costume impeccable, celui que Monique avait appelé « Maître », revint. Son nom était Stéphane Leroy. Manon le reconnut vaguement d'une revue juridique. C'était un avocat véreux, un entremetteur spécialisé dans les affaires de conduite en état d'ivresse pour les plus aisés et les divorces houleux. Il n'était que parfum, montre de luxe et charme reptilien. Il ne fit pas la queue. Il se dirigea directement sur le côté de la guérite vitrée, vers une petite porte pleine marquée « Bureau du greffier », réservé au personnel. Il frappa d'une manière spécifique, un rat-à-tat distinct. Un instant plus tard, la porte fut déverrouillée de l'intérieur. Monique Dubois elle-même l'ouvrit. Juste une fente. Toute son attitude avait changé. Le masque acariâtre et combatif avait disparu, remplacé par un sourire avide et obséquieux. « Stéphane, vous êtes en avance », murmura-t-elle, sa voix portant dans le hall silencieux. « J'ai un client pour une comparution à 9 heures, » murmura le roi en glissant une main dans sa veste. « Vous avez ce dont nous avons parlé, la liste des attributions du matin. »« Juste ici, » dit Monique. Elle lui passa discrètement une seule feuille de papier pliée en deux. Manon observait, hyper concentrée. Une liste d'attributions de dossiers. Pourquoi ce secret? Les avocats pouvaient consulter ça en ligne. Sauf s'il s'agissait d'une préattribution. Sauf si Monique lui faisait savoir à quel juge son affaire serait attribuée de manière aléatoire avant que l'attribution ne soit officiellement faite, lui donnant le temps de préparer une requête spécifique au juge, ou pire, de déposer une demande de renvoi de dernière minute s'il tombait sur un juge qu'il n'aimait pas. C'était manipuler le système. Le roi prit le papier et, tout aussi souplement, lui passa une enveloppe. C'était une enveloppe commerciale blanche standard, mais elle était épaisse, trop épaisse pour une simple lettre. L'épaisseur de billets de banque pliés. Monique la prit sans un regard, la glissant dans le tiroir de son bureau. « Ravi de faire affaire, dit-elle. »« Toujours, Monique, » répondit le roi, affichant un sourire carnassier. Il se tourna et sortit du palais de justice, l'image même de la confiance. Manon sentit son sang se glacer. Ce n'était pas seulement du racisme. Ce n'était pas seulement une femme amère en plein délire de pouvoir. C'était de la corruption. C'était un pot de vin qui se déroulait au vu et au su de tous, 5 minutes avant même le début de l'audience. Elle était là depuis moins de 30 minutes, et elle venait d'assister à la greffière en chef acceptant un pot de vin pour compromettre l'intégrité de la loterie judiciaire. Elle faillit se lever. Son instinct était de brandir son insigne, d'appeler les huissiers et de les faire arrêter tous les deux, mais elle se retint. La procureure en elle reprit le dessus. Une observation est un incident. 2, c'est une habitude. Elle attendit. 10 minutes plus tard, à 8h10, une femme entra en courant dans le hall. Elle était affolée, les yeux rouges de larmes, les cheveux en désordre. Elle serrait une épaisse liasse de documents contre sa poitrine. Elle semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. Elle se précipita vers le guichet de Monique où la file comptait maintenant 5 personnes. « S'il vous plaît, » supplia la femme, doublant tout le monde. « S'il vous plaît, je dois déposer ça. C'est une ordonnance de protection. Il a trouvé l'adresse de ma sœur. Il a dit qu'il venait. S'il vous plaît, je dois la déposer avant mon audience de 9h30. » L'homme dans la file, un ouvrier du bâtiment en veste poussiéreuse, se tourna.
Et, madame, en bout de fil. Je ne peux pas, sanglota T.L., pressant ses papiers contre la vitre. S'il vous plaît, madame Dubois, s'il vous plaît. Monique Dubois regarda la femme avec une expression d'ennui total. Premièrement, on ne double pas. Deuxièmement, toutes les ordonnances de protection et requêtes unilatérales devaient être déposées avant 8 heures pour être entendues ce matin. Vous êtes en retard. Vous devrez la déposer, et elle passera sur le rôle de demain. Demain ? Hurla la femme. Un cri de pure terreur. Il pourrait. Il pourrait me trouver d'ici demain. Je n'ai pas jusqu'à demain. C'est juste là. Vous ne pouvez pas juste. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas juste le tamponner ? Il est 8h11, dit Monique en montrant l'horloge. L'ordinateur verrouille les dépôts de 8 heures. J'ai les mains liées. C'est le système. La femme s'effondra complètement, glissant le long du mur de verre jusqu'au sol, ses sanglots résonnant. Non, non, non. Vous ne comprenez pas. Manon observait. C'était le moment. C'était le test. Monique regarda la femme pleurer pendant un long et froid moment. Puis elle soupira comme si elle avait affaire à un enfant capricieux. Elle sortit de derrière sa porte, se dirigeant vers la femme en pleurs. Écoutez, dit Monique, sa voix baissant à un murmure conspirateur et sale que Manon pouvait à peine entendre. Relevez-vous. Vous faites une scène. Elle aida la femme à se relever. Je pourrais peut-être vous aider. Le système est parfois flexible. Mais l'annulation pour dépôt tardif requiert des frais. Des frais importants pour, vous savez, le dérangement administratif. La tête de la femme se redressa, l'espoir et la confusion se livrant bataille sur son visage. Des frais ? Je paierai. Combien ? L'amende pour une annulation d'urgence, dit Monique, les yeux morts, est de 200 €. En espèces. Manon vit le visage de la femme se décomposer. 200. Je n'ai que. J'ai 150 €. C'est tout ce que j'ai jusqu'à ma paie. Monique réfléchit. Elle jeta un coup d'œil dans le hall, son regard balayant Manon sans la voir, la considérant comme un élément sans valeur du décor. 150 € devront suffire, concéda Monique comme si elle lui faisait une grande faveur. Donnez-les-moi. La femme fouilla dans son sac, ses mains tremblant si fort qu'elle pouvait à peine ouvrir son portefeuille. Elle en sortit une liasse de billets froissés. Elle les lui tendit. Monique prit l'argent, l'empauma, puis prit les papiers de la femme. Attendez ici, ordonna T.L. Elle retourna dans sa guérite. Manon suivit chacun de ses mouvements. Monique s'assit à son ordinateur. Elle tapa un instant, puis elle ouvrit un tiroir, en sortit un tampon dateur manuel et tourna les molettes. Elle le régla en arrière. Elle tamponna les papiers de la femme. Reçu le 7h58. Elle venait d'antidater un document juridique en échange d'un pot de vin en espèces. Elle extorquait une victime de violences domestiques. Manon Mercier ferma lentement les yeux. La rage qu'elle ressentait était si froide, si pure, qu'elle en était presque sereine. C'était la rage d'un chirurgien identifiant un cancer. Ce n'était pas juste un rouage pourri. C'était une tumeur qui empoisonnait toute l'institution. Monique revint et tendit les papiers à la femme. Voilà, tamponnez. Vous êtes sur le rôle de 9h30. Allez en salle d'audience 2 à maintenant. Et que je ne vous revoie plus. La femme, toujours en larmes mais maintenant de soulagement, la remercia profusément et courut vers les ascenseurs. Monique Dubois retourna à son bureau, glissa les 150 € dans le même tiroir que l'enveloppe de Stéphane Leroy et appela, suivant. Manon regarda l'horloge murale. Il était 8h25. Elle avait un nouveau but. Il ne s'agissait plus de sa propre dignité. Il ne s'agissait plus de la blessure du racisme. C'était le symptôme. La maladie, c'était Monique Dubois. Et la juge Manon Mercier était là pour l'exciser. Pendant les 20 minutes suivantes, Manon resta assise. Elle ne bougea pas. Elle observa. Elle catalogua chaque interaction, chaque ricanement, chaque sourire en coin. Elle vit Monique égarer un dossier pour un défenseur du logement social, forçant un report,
puis le retrouver pour un avocat d'affaires qui lui apporta une boîte de pâtisserie fine. Le hall entier était son royaume personnel, et elle le gouvernait avec un mélange de tyrannie mesquine et de corruption calculée. À 8h45, un homme grand et en uniforme entra par les portes latérales. Il portait, huissier, sur sa veste et un badge nominatif indiquant « Franck Bernard ». Il avait un visage las, de celui qui a tout vu. Il fit un signe de tête à Monique. « Bonjour Monique. »« Le chaos habituel ?»« Tu parles, Franck ?» dit Monique en lui souriant chaleureusement. La transformation était complète. La racaille est de sortie aujourd'hui. Le juge Bernard en aurait déjà mis la moitié en détention pour outrage au tribunal. Je ne sais pas ce que vaut cette nouvelle. Mercier, c'est ça? Elle vient d'ailleurs? Demanda Bernard en sirotant un café. C'est ça, dit Monique en baissant la voix, mais pas assez. Une nomination et diversité, j'en suis sûr. Elle ne saura probablement pas faire la différence entre une injonction de produire et une requête en nullité. On va devoir en former une autre. C'est épuisant. Manon écoutait, son expression inchangée. Nomination et diversité. Une autre pique. Une autre supposition. Elle la classa avec le reste. Bon, dit Bernard, finissant son café et jetant le gobelet. Il est temps d'ouvrir les portes du cirque. Prête pour la 3B? Plus que jamais, soupira Monique. Bernard se dirigea vers la salle d'audience 3B, juste à côté du hall principal, et déverrouilla les lourdes portes en bois. Les premiers avocats et citoyens attendant le rôle de 9h commencèrent à entrer. Monique rassembla une pile de dossiers, son visage retrouvant son masque acariâtre. C'était le moment. Manon Mercier se leva. Le mouvement soudain, après sa longue immobilité, attira l'œil de Monique. Manon ferma la fermeture éclair de sa sacoche en cuir. Elle ajusta le col de son tailleur-pantalon. Elle se dirigea non pas vers le guichet de la greffière, mais directement vers la porte, juge et personnel uniquement, à côté, la même que Stéphane Leroy avait utilisée. La tête de Monique se redressa brusquement. Le mépris désinvolte était de retour, maintenant aiguisé par l'irritation. « Et, vous ? Je vous ai dit que cette porte n'est pas pour le public, cria-t-elle. Le hall entier se tut. Vous êtes sourde? Je vous ai dit d'attendre sur le banc. Manon l'ignora. Elle atteignit la porte. Monique était maintenant debout, sa voix montant jusqu'à un cri perçant. Je vais vous faire placer en détention pour outrage au tribunal. Vous ne pouvez pas. Manon plongea la main dans la poche de son tailleur et en sortit une simple carte clé en plastique blanc. C'était le laissez-passer temporaire tous accès que lui avait donné le chef de l'administration judiciaire de l'État en attendant sa carte permanente. Elle ne regarda pas Monique. Elle fit face au petit lecteur noir sur le mur et y présenta la carte. Il y eut un bip discret et la lumière du lecteur passa du rouge au vert. Le cri de Monique Dubois mourut dans sa gorge, étouffé par une soudaine et brusque inspiration. Le hall était d'un silence de mort. Le seul son était le clic lourd de la serrure électronique se désengageant. Manon poussa la porte. Elle s'arrêta dans l'embrasure et tourna la tête. Elle regarda directement Monique Dubois, dont le visage avait pris la couleur du lait caillé. Son chignon ruche semblait se flétrir. Sa bouche était ouverte, mais aucun son n'en sortait. « Madame Dubois », dit la juge Manon Mercier, sa voix calme mais portant le timbre indubitable de l'autorité absolue. C'était une voix qui ne demandait pas, elle commandait. Il est 8h50. L'audience commence dans 10 minutes. Pendant ce temps, j'attends 3 choses. Les mains de Monique, qui avaient été sur ses hanches, tremblaient maintenant le long de son corps. Premièrement, continua Manon, vous allez récupérer les clés de mon bureau, le bureau 3B, où que vous les ayez rangées. Deuxièmement, vous irez chercher mon dossier d'accueil au bureau de l'administrateur du tribunal. Je suis sûr que M. Morel sera fasciné d'entendre parler de mon accueil ce matin. Et troisièmement, dit Manon, ses yeux forant la greffière terrifiée, vous m'apporterez une tasse de café noir. Vous placerez ces 3 éléments sur mon pupitre dans la salle d'audience 3B. Vous retournerez ensuite à votre poste et vous préparerez pour l'appel du rôle. Manon laissa les ordres en suspens dans l'air. Le jeune avocat de l'aide juridictionnelle, qui était resté pour observer, essayait désespérément de cacher son sourire derrière un dossier. Votre honneur,
balbutia Monique, sa voix un murmure paniqué. Je ne vous avais pas reconnu. Je pensais. Vous pensiez, dit Manon, la coupant avec une précision chirurgicale, que j'étais une prévenue. Vous pensiez que j'étais du public. Vous pensiez que je n'avais pas l'air d'une juge. Ce que vous avez omis de penser, Madame Dubois, c'est que la personne à qui vous parlez, toute personne qui entre dans ce palais de justice, mérite un minimum de dignité humaine. Vos suppositions ne sont pas mon problème. Mais elles sont, à partir de cet instant, votre problème. Manon franchit le seuil. 10 minutes, Madame Dubois, dit-elle par-dessus son épaule. Ne soyez pas en retard. Cela donne un mauvais exemple. La porte se referma derrière elle, laissant un hall stupéfait et silencieux dans son sillage. Monique Dubois resta figée pendant 5 bonnes secondes, son visage un masque grotesque d'horreur naissante. Le sang quitta sa tête si rapidement qu'elle dut s'agripper à son bureau pour ne pas tomber. L'humiliation était totale. La dynamique du pouvoir au palais de justice de la Drôme venait d'être inversée, instantanément et violemment. Puis la terreur laissa place à la panique. Elle s'activa frénétiquement, attrapant ses propres clés, fouillant dans son tiroir, puis courant autant qu'elle le pouvait dans le couloir vers le bureau de l'administrateur. Elle n'était plus une reine. Elle était une servante terrifiée, courant faire une course pour un nouveau maître. Et le pire, ce qui faisait marteler son cœur contre ses côtes, n'était pas seulement l'humiliation. C'était le souvenir soudain et nauséeux de Stéphane Leroy. L'enveloppe. La femme avec l'ordonnance de protection. Le tampon antidaté. Depuis combien de temps cette femme noire, cette juge, était-elle assise sur ce banc? Que avait-elle vu exactement? Les 10 minutes que Manon passa dans son nouveau bureau furent un tourbillon de préparation concentrée. La pièce sentait les vieux livres et l'encaustique au citron. Le juge Bernard, son prédécesseur, n'avait rien laissé derrière lui. C'était une page blanche. Manon trouva la robe de magistrat suspendue dans une haute armoire en bois. Elle passa le lourd tissu noir sur ses épaules, le poids familier s'installant sur elle. C'était son armure. Elle n'était pas, comme l'avait suggéré Monique, une nomination et diversité. Elle était diplômée de l'École nationale de la magistrature, une ancienne substitut du procureur, et une procureure qui avait démantelé 2 des plus grands réseaux de crimes organisés de Lyon. Elle avait accepté ce poste de juge pour se rapprocher de son père vieillissant. Elle n'était pas venue chercher la bagarre, mais Monique Dubois, dans son arrogance, venait de déclencher une guerre. À 8h59, Manon se tenait derrière la lourde porte en bois qui menait à l'estrade. Elle entendait les bruits étouffés de la salle d'audience qui s'installait. À 9h précises, l'huissier Bernard, le visage soigneusement neutre, beugla « la cour ». Le tribunal de grande instance de la Drôme, chambre 3B, siège. Madame la juge Manon Mercier préside. La porte s'ouvrit. Manon sortit et monta sur l'estrade. La salle d'audience était de taille moyenne et bondée. Les avocats remplissaient le box des jurés et les premiers rangs. Les prévenus et leurs familles, un mélange d'anxiété et d'ennui, occupaient l'arrière. Et au poste de la greffière, à sa droite, se tenait Monique Dubois. On aurait dit qu'elle avait vieilli de 10 ans. Son visage était pâle et luisant de sueur. Les clés du bureau, le dossier d'accueil et une tasse de café étaient tous placés précisément comme ordonnés au coin de l'estrade de Manon. Manon s'assit. La salle s'assit. Le raclement des chaises résonna. Elle ouvrit le premier dossier. « Bonjour », dit-elle, sa voix amplifiée par le microphone, nette et claire. « Je suis la juge Mercier. Je serai en charge de ce rôle à l'avenir. J'ai mes propres règles. Elles sont simples. Soyez à l'heure, soyez préparés et soyez respectueux. Envers moi, envers la cour et les uns envers les autres. Nous conduirons les affaires du peuple avec intégrité et efficacité. Est-ce compris ? » Un murmure de « Oui, madame la juge » parcourut les rangs des avocats. « Excellent », dit Manon. Elle baissa les yeux sur le rôle et vit la première affaire, État contre Dubois, l'affaire du jeune avocat de l'aide juridictionnelle. Premier dossier, dit-elle, rôle 901, État contre Dubois. Avocat, veuillez vous approcher. Le jeune avocat, celui du hall, s'avança, les yeux toujours écarquillés. Madame la juge, commença-t-il, j'ai déposé une demande de renvoi ce matin. Je la vois, dit Manon.
Et je vois aussi que le ministère public s'y oppose. La substitut du procureur, une femme vive dans un tailleur bleu, se leva. En effet, madame la juge. La victime s'est déplacée 2 fois. Nous sommes prêts à procéder. Manon regarda à nouveau l'avocat de la défense. Maître, votre raison? Le témoin de l'alibi de mon client vient d'être localisé. Il vit dans une zone rurale. Demande accordée, dit Manon. La substitut et l'avocat de la défense clignèrent des yeux. Votre honneur, dit la substitut. Demande accordée, maître, répéta Manon, fixant le dossier. Le droit de présenter une défense complète est constitutionnel. Le désagrément pour l'État est logistique. Nous trouverons une nouvelle date. Elle regarda Monique. Madame Dubois, veuillez trouver une nouvelle date de procès, disons, dans 6 semaines. Veuillez vous coordonner avec les 2 avocats. Monique tripota l'ordinateur, ses mains tremblant si visiblement qu'elle pouvait à peine taper. Le jeune avocat de la défense la fixait, bouche bée. Il venait de gagner une requête qu'il était sûr de perdre. C'était le premier changement subtil. Manon traita les 5 affaires suivantes avec une efficacité rapide et tranchante. Elle refusa un report de routine d'un avocat de renom. Elle accorda une demande pour difficulté financière d'un prévenu. Elle était juste, rapide et inflexible. Les avocats comprenaient vite. Cette juge ne tolérait pas les imbéciles. Puis elle arriva au milieu de la pile. Suivant, une demande d'ordonnance de protection temporaire. Martin contre Martin. La femme affolée du hall, Sarah Martin, était assise au premier rang, tremblante. Madame Martin, veuillez vous approcher, dit Manon. Elle lut la requête. C'était une histoire brutale et simple de violence conjugale et de menaces croissantes. Madame Martin, j'ai lu votre requête. Je trouve vos allégations crédibles et la menace imminente. L'ordonnance de protection temporaire est accordée, avec effet immédiat, dit Manon. La femme éclata en sanglots, cette fois de soulagement. Merci, madame la juge. Oh, mon Dieu. Merci. Huissier Bernard, dit Manon, veuillez escorter madame Martin au bureau des ordonnances de protection pour faire signifier l'ordonnance et vous assurer qu'elle quitte ce bâtiment en toute sécurité. Oui, madame la juge, dit Bernard en s'exécutant. Et madame Dubois, dit Manon, sa voix soudainement acérée. Monique sursauta comme si elle avait été frappée. Oui, madame la juge. Veuillez m'apporter le dépôt original de Martin contre Martin. Celui qui est sur votre bureau. C'était le moment. L'air dans la salle d'audience changea. Ce n'était pas une demande normale. Madame la juge, balbutia Monique, le dossier est. Il est ici dans le système. Je ne vous interroge pas sur le système, madame Dubois. Je demande le document papier que vous avez tamponné ce matin. Allez le chercher. Maintenant. Le visage de Monique était cendré. C'était un ordre direct, impossible à mal interpréter. Elle marcha, ses jambes comme du plomb, vers son bureau derrière la salle d'audience. Toute la salle était silencieuse, observant ce drame bizarre et tendu se dérouler. Elle revint un instant plus tard avec le dossier. Elle le tendit à Manon. Manon le regarda. Elle regarda le tampon à l'encre rouge maculé dans le coin. Reçu 7h58. Elle leva ensuite les yeux vers la grande horloge institutionnelle sur le mur de la salle d'audience. Elle indiquait 9h22. Madame Dubois, dit Manon, la voix dangereusement calme, je vous ai observé prendre ce dépôt de madame Martin moi-même. Je vous ai observé le tamponner. La respiration de Monique était courte, haletante. Et mon observation, continua Manon, est que ce dépôt a été reçu par vous vers 8h15, et non 7h58. La salle d'audience explosa en murmures étouffés. Les yeux des avocats s'écarquillèrent. C'était une accusation d'antidatage, un péché capital. Madame la juge, il doit y avoir une erreur. L'horloge, mon tampon. Monique se décomposait. Il y a une erreur, dit Manon, sa voix comme de l'acier. Mais elle n'est pas de moi. Je suis également curieuse, madame Dubois, au sujet des frais d'annulation d'urgence que vous avez facturés à madame Martin. Les 150 € en espèces.
J'aimerais savoir quelle loi ou quel arrêté autorise ces frais spécifiques. Monique Dubois émit un petit son étranglé. Elle s'agrippa au poste de la greffière. Elle était piégée. Elle avait été prise la main dans le sac par la seule personne qu'elle ne pouvait pas intimider, à qui elle ne pouvait pas mentir, ou qu'elle ne pouvait pas ignorer. Je. Et puis, dit Manon en élevant la voix pour s'adresser à toute la cour, nous allons avoir une longue discussion sur les attributions de dossiers, en particulier la consultation préalable que vous avez eue ce matin avec un certain monsieur Stéphane Leroy. Au fond de la salle, Stéphane Leroy, qui venait d'entrer nonchalamment pour son affaire de 9h30, se figea. Son sourire suffisant disparut. Il vit le visage blême de Monique, puis ses yeux croisèrent ceux de Manon. Il sut instantanément qu'il était pris. Manon Mercier se pencha en avant. Madame Dubois, j'ordonne une suspension d'audience immédiate. J'ordonne également à l'huissier Bernard de sécuriser votre bureau, votre ordinateur et vos effets personnels. Vous ne touchez à rien. Nous allons avoir une réunion avec le président du tribunal et le bureau du procureur. Huissier Bernard. Madame la juge. Veuillez escorter Madame Dubois dans mon bureau. Et huissier Bernard. Oui, Madame la juge. Appelez le procureur. Dites-lui d'envoyer immédiatement son meilleur enquêteur de la brigade financière. Et assurez-vous que monsieur Stéphane Leroy ne quitte pas le palais de justice. Je crois qu'il est un témoin essentiel dans de multiples infractions pénales. La cour se lève. Beugla Bernard, sa voix tonnant alors que Manon se levait et quittait l'estrade. Monique Dubois laissa échapper une plainte sourde et s'effondra sur sa chaise, le visage dans les mains. La salle d'audience entière était dans un silence stupéfait et chaotique. Le marteau était tombé, non pas sur un prévenu, mais sur le système lui-même. Le bureau de Manon était une ruche d'activité soudaine et furieuse. L'huissier Bernard se tenait près de la porte avec une Monique Dubois tremblante et sanglotante, assise sur une simple chaise visiteur. Manon était au téléphone, pas avec le président du tribunal. Pas encore. Elle était au téléphone avec Éric Morel, l'administrateur du tribunal. Éric, c'est la juge Mercier. Oui, la nouvelle de la 3B. Non, je n'ai pas eu le temps de regarder le dossier d'accueil, et c'est pour ça que j'appelle, dit Manon, sa voix un claquement de fouet de fureur contenue. Elle observait Monique par-dessus le bord de son bureau. Je vous appelle pour vous informer que je viens de placer votre greffière en chef, Monique Dubois, en congé administratif, avec effet immédiat. La voix à l'autre bout du fil était un glapissement de protestation. Avec tout le respect que je vous dois, Éric, je me fiche du protocole. Je vous dis ce que j'ai vu. Je suis dans ce palais depuis 7h45. J'ai personnellement vu Madame Dubois commettre, selon mon décompte, au moins 3 infractions distinctes, corruption, extorsion et falsification de documents judiciaires. Alors, soit vous descendez ici et gérez le côté administratif de cette affaire, soit vous lirez tout ça dans le journal demain après que j'en aurai fini avec le procureur. C'est vous qui choisissez. Elle raccrocha sans attendre de réponse. Madame la juge, murmura Monique, la voix rauque d'avoir pleuré. S'il vous plaît, c'était une erreur, un malentendu. Je rendrai l'argent. Vous rendrez quel argent, Madame Dubois? Demanda Manon, la voix douce. C'était le piège du procureur. Les 150 € que vous avez extorqués à une victime de violences domestiques, ou l'argent que monsieur Leroy vous a donné dans l'enveloppe? Combien d'enveloppes y a-t-il eu, Monique? Depuis combien de temps est-ce votre petite affaire personnelle? Je ne sais pas de quoi vous parlez, tenta Monique, un dernier effort désespéré de déni. Vous avez pris une enveloppe blanche épaisse de Stéphane Leroy vers 8h05, en échange d'un papier plié. Vous avez ensuite placé cette enveloppe dans le tiroir supérieur gauche de votre bureau, dit Manon, la voix dénuée d'émotion. Je suis prête à parier toute ma pension de juge que lorsque les enquêteurs ouvriront ce tiroir, ils trouveront cette enveloppe, et elle sera pleine d'argent liquide. Ai-je tort? Le visage de Monique s'effondra. Elle savait qu'elle était finie. La précision de l'observation était indéniable. La porte du bureau s'ouvrit et le président du tribunal Fournier entra d'un pas rapide. C'était un homme plus âgé avec une crinière de cheveux blancs, et il avait l'air apoplectique. Mercier, que diable se passe-t-il ici? Tonna-t-il. Vous ne pouvez pas simplement retenir une employée du tribunal.
Vous avez plongé tout le rôle du matin dans le chaos. Il y a des procédures. Président Fournier, dit Manon en se levant. Elle était plus petite que lui, mais elle semblait occuper tout l'oxygène de la pièce. Veuillez vous asseoir. Madame Dubois, fit-elle en désignant Monique, est une criminelle. Je l'ai prise la main dans le sac, en train de vendre des attributions de dossiers et d'extorquer des victimes. Fournier s'arrêta, bouche bée. Monique? Notre Monique? Elle est ici depuis 30 ans. C'est une accusation calomnieuse, madame la juge. Vraiment? Dit Manon. Elle se dirigea vers l'huissier Bernard. Huissier, vous avez sécurisé son bureau? Oui, madame la juge. Rien n'est entré ou sorti. Excellent. Président Fournier, dit Manon en se retournant vers lui, m'accompagnez-vous pour une petite excursion? Sans attendre de réponse, Manon sortit de son bureau, traversa le chaos grandissant du couloir de la salle d'audience, et retourna au bureau du greffe. Fournier et Bernard, avec Monique sur leurs talons, suivirent. Le hall était bondé et bourdonnant. Tout le monde savait que quelque chose n'allait pas. Manon les ignora tous, passa derrière le comptoir et se tint devant le bureau de Monique. Le tiroir supérieur gauche, Madame Dubois, dit Manon. Veuillez l'ouvrir. Monique, tremblante comme une feuille, utilisa sa clé. Elle ouvrit le tiroir. À l'intérieur, sous une pile de post-it et de trombones, se trouvaient 2 enveloppes. L'une était l'épaisse enveloppe blanche de Stéphane Leroy. L'autre était une liasse de billets froissés, les 150 € de Sarah Martin. Le président Fournier laissa échapper un son semblable à un pneu qui se dégonfle. Oh, Monique. Non. Manon, utilisant un stylo pour éviter de toucher les enveloppes, poussa la blanche. Celle-ci, je suppose, vient de Monsieur Leroy. Elle se tourna vers Fournier. Elle vendait des attributions de dossiers, président. Laissant des avocats comme Leroy savoir à l'avance quel juge ils allaient avoir pour pouvoir se préparer pour un juge amical ou éviter un juge sévère. Elle empoisonnait le puits. Et ça, dit Manon en désignant l'argent froissé, vient d'une victime de violences domestiques. Madame Dubois lui a facturé 150 € pour antidater une demande d'ordonnance de protection. Une demande qu'elle est légalement tenue de déposer gratuitement. Elle a extorqué une femme terrifiée pour sa vie. Le président Fournier regarda Monique avec une déception profonde, viscérale. Monique, pourquoi? Monique craqua enfin. Ce fut une confession complète et fracassante. Parce qu'il ne me paie pas assez. Cria-t-elle, la voix se brisant. 30 ans dans cette porcherie. 30 ans à m'occuper d'eux. De ces déchets, dit-elle en désignant le hall. 30 ans à réparer les erreurs des juges, à me faire crier dessus, à être traité comme une servante. Le roi, il était juste reconnaissant. Il a dit que je méritais plus. Et cette femme, elle était en retard. Il y a des règles. Les règles que vous avez enfreintes, dit Manon, la voix glaciale. Les règles que vous avez vendues. À ce moment, 2 hommes en costume sombre arrivèrent. Ils montrèrent leur badge à l'huissier Bernard. Brigade financière. On a reçu un appel d'une juge Mercier. C'est moi, dit Manon en s'avançant. Messieurs, bienvenue au palais de justice de la Drôme. Voici votre principale suspecte, Madame Monique Dubois. Et ceci, dit-elle en désignant le tiroir, est votre principale preuve. Je crois que vous découvrirez qu'elle dirigeait un système de paiement à la carte depuis au moins 2 heures. Je soupçonne, vu son arrogance, que cela dure depuis des années. Manon désigna alors la porte. Son co-conspirateur, Monsieur Stéphane Leroy, est actuellement retenu dans ma salle d'audience. Je commencerai par lui. Les yeux des enquêteurs s'illuminèrent. Ce n'était pas une affaire qu'ils devraient construire. C'était une condamnation servie sur un plateau. Alors que les enquêteurs entamaient la procédure formelle, lisant ses droits à Monique, photographiant le tiroir, Manon se tourna vers le président Fournier. Voilà la pourriture, président, dit-elle à voix basse. Voilà ce qui arrive quand nous, le pouvoir judiciaire, devenons trop confortables. Nous laissons les Moniques de ce monde gérer les choses. Nous échangeons l'intégrité contre la commodité. Ce n'est pas seulement son échec.
c'est le nôtre. Fournier, qui était juge depuis 2 décennies, regarda son hall comme s'il le voyait pour la première fois. Il vit les visages désespérés, la confusion, la peur, et il vit la femme qui les avait tous exploités. « Vous avez raison, madame la juge, dit-il, la voix lourde. Vous avez absolument raison. » Il regarda Manon, ses yeux remplis d'un respect nouveau et naissant. « De quoi avez-vous besoin ? » « J'ai besoin d'un nouveau greffier, dit Manon. Un temporaire, immédiatement. Quelqu'un qui comprend que son seul travail est de servir le public, pas de le diriger. Et j'ai besoin d'un audit complet de chaque affaire que Madame Dubois et Monsieur Leroy ont touché ensemble. Ceci, dit-elle en regardant Monique, en pleurs et hyperventilant, n'est que la partie visible de l'iceberg. L'arrestation de Monique Dubois provoqua une onde de choc sismique dans le palais de justice. Elle n'était pas seulement une employée. Elle était une institution. La voir sortir du hall menotté, sanglotant et criant à propos de ses 30 années de service, fut un spectacle qui mit le bâtiment à l'arrêt. Mais Manon Mercier ne faisait que commencer. Pendant que les enquêteurs de la brigade financière interrogeaient Monique, qui, face aux preuves irréfutables, avait commencé à chanter comme un pinson, Manon fit amener Stéphane Leroy dans son bureau. Il entra non pas menotté, mais avec 2 huissiers très costauds et son propre avocat hors de prix, qui avait apparemment été sur liste d'appel rapide. La suffisance avait disparu, remplacée par une pâleur cireuse et terrifiée. Madame la juge Mercier, commença son avocat, un certain maître Roussel, mon client est ici volontairement, mais... Épargnez-moi ça, maître Roussel, dit Manon, assise derrière son nouveau bureau. Votre client n'est pas ici volontairement. Il est ici parce que j'ai ordonné sa rétention en tant que témoin essentiel dans une affaire de corruption de fonctionnaires. Cependant, au cours des 30 dernières minutes, Madame Dubois a coopéré, et il semble que le témoin essentiel soit en train d'être requalifié en co-conspirateur. Le roi devint blanc. C'était un cadeau. Elle m'aide avec mon planning. C'est un pourboire, comme pour un serveur. Manon rit. Un son froid et sec. Un pourboire ? Monsieur le roi, vous êtes un officier de justice. Vous savez aussi bien que moi que ce que vous avez fait était de corrompre un fonctionnaire pour obtenir un avantage injuste dans le processus d'attribution judiciaire. Vous ne lui donniez pas un pourboire. Vous la payiez pour truquer les cartes, pour compromettre le fondement même de la justice aveugle dans cette région. Elle se pencha en avant. Alors voici ce qui va se passer. Les enquêteurs de la brigade financière sont juste à côté. Dans un instant, ils vont entrer ici et vous arrêter. Vous serez mis en examen et votre caution sera fixée à un niveau qui vous fera pleurer. L'ordre des avocats sera notifié cet après-midi et votre licence sera sommairement suspendue avant le coucher du soleil. C'est un scandale. S'emporta Roussel. Non, c'est l'heure des comptes, le corrigea Manon. Cependant, je suis une femme pratique. La corruption de Madame Dubois est ma principale préoccupation. Vous, dit-elle à Leroy, n'êtes qu'un symptôme. Vous avez donc un seul choix. Vous pouvez coopérer pleinement. Vous pouvez détailler chaque pot de vin, chaque affaire que vous avez payée pour orienter, chaque information que vous lui avez achetée. Vous porterez un micro, et vous les aiderez à découvrir jusqu'où va cette pourriture. Si vous faites cela, peut-être que le procureur sera enclin à écouter lorsque vous demanderez la clémence. Ou vous pouvez jouer les durs avec maître Roussel, et je recommanderai personnellement au procureur que vous soyez inculpé du maximum pour chaque chef d'accusation. Votre carrière est terminée, monsieur le roi. La seule question est de savoir si vous passerez les 10 prochaines années dans une cellule. Le roi regarda son avocat, ses yeux implorant de l'aide. Roussel, voyant le mur de briques devant lui, soupira et desserra sa cravate. Vous devriez écouter la juge, Stéphane. Le roi s'effondra. Il avoua tout. C'était pire que ce que Manon avait imaginé. Depuis 5 ans, le roi payait Monique. Ça avait commencé petit, 100 € pour perdre un dossier pendant une journée. C'était passé à 500 € pour garantir que son affaire atterrisse devant un juge à temps partiel notoirement indulgent. Mais la vraie bombe, celle qui rendit Manon malade, était ce qui se trouvait dans le papier plié qu'elle l'avait vu prendre ce matin-là. Ce n'était pas une attribution de dossier. C'était une liste de témoins sous scellés.
La comparution de Leroy à 9h30 concernait une affaire très médiatisée d'agression avec violence. Son client était un voyou riche et bien introduit. Le papier que Monique lui avait donné contenait le nom et l'adresse personnelle du témoin vedette de l'accusation, la sœur de la victime, qui se cachait. Monique Dubois ne vendait pas seulement des faveurs de planning. Elle vendait des gens contre de l'argent. Le sang de Manon se glaça. Elle rappela immédiatement l'enquêteur de la brigade financière. Oubliez Leroy. J'ai besoin d'une protection. Envoyez une équipe à cette adresse, maintenant, dit-elle en lisant l'adresse de la confession de Leroy. Le témoin dans l'affaire était contre Marchetti et compromis. Cette révélation changea tout. Ce n'était plus de la corruption. C'était une association de malfaiteurs. C'était une mise en danger de la vie d'autrui. C'était un niveau de corruption qui pouvait tuer des gens. Le karma qui frappa Monique Dubois ne concernait plus la perte de son emploi. Il concernait la perte de sa vie. Confronté à cela, au fait que son haut tuyau avait mis la vie d'une femme en danger de mort, même les défenses de Monique volèrent en éclats. Les enquêteurs trouvèrent une liste de clients dans un tiroir verrouillé. Stéphane Leroy n'était qu'un des 6 avocats de son système de paiement à la carte. Elle avait un registre. Elle avait des dates. Elle avait des montants. Ses 30 années de service étaient une entreprise criminelle de 30 ans, construite sur un fondement de cruauté ordinaire et de racisme systémique, et financée par l'extorsion des désespérés et des corrompus. Elle ne fut pas seulement licenciée. Elle fut placée en détention provisoire pour risque de fuite et danger pour la communauté. Toute sa vie professionnelle, son identité de reine du palais de justice, fut incinérée en l'espace de 3 heures. Tout ça parce qu'elle s'était moquée de la mauvaise femme. Tout ça parce qu'elle avait supposé qu'une femme noire en tailleur-pantalon ne pouvait pas être sa nouvelle patronne. Le palais de justice de la Drôme ne se remit pas rapidement. Le scandale Monique Dubois, comme l'appelèrent les journaux, fut catastrophique. Monique Dubois plaida coupable à une kyrielle d'accusations. Le juge, venu d'une autre juridiction, lui infligea la peine maximale. Les 30 années de service ne furent pas un facteur atténuant. Ce fut un facteur aggravant. Elle fut condamnée à 12 ans de prison ferme. Elle s'évanouit à la lecture de la sentence. Stéphane Leroy fut radié du barreau. Son témoignage, donné en échange d'une peine plus légère, fit tomber 3 autres avocats et entacha de façon permanente la carrière de 2 autres. Son client fortuné, voyant l'affaire contre lui imploser, plaida également coupable. Le témoin, heureusement, avait été sécurisé à temps par l'équipe du procureur. Mais le travail de Manon Mercier était loin d'être terminé. Le vrai karma n'était pas seulement la punition de Monique. C'était la reconstruction. Manon, avec le soutien total d'un président Fournier humilié, mena la charge. Son premier acte fut d'engager un nouveau greffier en chef. Elle promut le jeune et timide avocat de l'aide juridictionnelle, Monsieur Dubois, qui avait été la première victime de Monique ce jour-là. Il était abasourdi, mais Manon vit en lui un fond d'intégrité. Monsieur Dubois, lui dit-elle dans son bureau, je ne vous offre pas ce poste parce que vous êtes un grand avocat. Je vous l'offre parce que vous avez été respectueux. Même quand on vous manquait de respect, vous avez suivi les règles même quand on vous intimidait. Ce bureau n'a pas besoin d'un tyran. Il a besoin d'un serviteur du public. Pouvez-vous être cela? Il accepta, et son premier acte fut d'accrocher une nouvelle pancarte au guichet du greffe, en français et en anglais, « Nous sommes ici pour vous aider. Votre dignité est notre priorité ». Le deuxième acte de Manon fut de retrouver Sarah Martin, la femme qui avait payé le pot de vin de 150 €. Manon s'excusa personnellement auprès d'elle au nom du tribunal. Elle lui fit restituer les 150 € par un fonds d'urgence du tribunal, et elle présida elle-même l'audience finale pour l'ordonnance de protection de Madame Martin, accordant une ordonnance de protection permanente de 5 ans. La justice, retardée et extorquée, fut finalement rendue. Mais le plus grand changement fut dans l'atmosphère. La juge Manon Mercier avait, en une matinée, établi une nouvelle norme. Sa salle d'audience 3B devint une légende. Elle était efficace. Elle était intolérante aux manigances. Mais elle était surtout juste. Elle traitait les avocats de l'aide juridictionnelle avec le même respect que les avocats d'affaires. Elle écoutait les prévenus. Elle expliquait ses décisions. Le racisme cruel et ordinaire que Monique avait brandi comme une arme avait disparu. Étouffé par la nouvelle lumière. Quelques mois plus tard,
Manon traversait le hall à la fin d'une longue journée. Le hall était propre. L'air semblait plus léger. Le nouveau greffier en chef, Monsieur Dubois, était au guichet, expliquant patiemment une procédure de dépôt complexe à une jeune femme. La jeune femme était noire. Elle portait un tailleur simple et était clairement nerveuse, une collaboratrice de première année d'un petit cabinet. « Je sais que c'est déroutant », disait gentiment Monsieur Dubois. La requête en substitution d'avocat doit être déposée avec le numéro de dossier original, mais le projet d'ordonnance nécessite. « Attendez, laissez-moi vous montrer. » Il sortit de derrière la vitre et se tint à côté d'elle, montrant la ligne sur son formulaire. La jeune avocate, une certaine Inès Diallo, leva les yeux vers lui, son soulagement palpable. « Merci. Merci beaucoup. J'avais peur de me tromper. » Tout le monde se trompe la première fois, sourit Monsieur Dubois. Mon travail est de vous aider à bien faire. Bienvenue au palais de justice de la Drôme, maître. Manon observa l'échange. Elle vit la jeune avocate se redresser, sa confiance restaurée. Elle vit la peur dans ses yeux remplacée par un sentiment d'appartenance. Manon continua de marcher vers la sortie. Elle ne dit pas un mot. Elle n'en avait pas besoin. Le claquement discret de ses talons sur le sol poli était le seul son. C'était le son de l'intégrité. C'était le son d'une promesse tenue. La forteresse avait été prise. La pourriture avait été excisée. Et l'œuvre de la justice, la vraie justice, commençait enfin. Le vrai karma ne concerne pas seulement la punition. Il concerne les conséquences. Le rire raciste et arrogant de Monique Dubois fut un investissement dans sa propre destruction. Elle passa 30 ans à construire un royaume corrompu. Mais elle le démolit en une seule matinée parce qu'elle ne pouvait pas voir au-delà de la couleur de la peau d'une femme. Elle n'a pas seulement perdu son emploi, elle a perdu sa liberté. Et la juge Manon Mercier n'a pas seulement obtenu des excuses, elle a eu la chance de reconstruire tout le système. Elle a remplacé la pourriture par le respect. Elle a abattu les murs des préjugés et a reconstruit une fondation d'intégrité. Cette histoire est un puissant rappel que la personne que vous méprisez aujourd'hui pourrait être celle qui tient votre monde entier entre ses mains demain. Le respect n'est pas une option. C'est la loi.